Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici sur la deuxième vidéo de la série de 3 vidéos que je fais sur les règles en détail de War Room, l'excellent War Room, jeu de bataille. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à le faire tout de suite, hein. Elle parle de la mise en place du jeu et du matériel. Dans cette vidéo-ci, nous allons aborder le vif du sujet, c'est-à-dire le tour de jeu et les premières des 7 phases, hein. Et dans la troisième vidéo de la série, on verra la fin du tour de jeu. Voilà. Alors, donc je disais, dans cette vidéo, on va regarder la phase 1 qui est consacrée à la gestion de l'économie, la phase 2 à la planification stratégique et la phase 3 aux opérations de mouvement. Les 4 autres phases seront vues dans la vidéo suivante. Première phase, gestion de l'économie. Tous les joueurs à cette phase vont jouer en simultané, puisque en fait ils vont déjà recenser toutes les cartes qu'ils ont pour chaque territoire et regarder s'il y a un combat dans chaque territoire. Alors c'est pas très compliqué. On va regarder l'état de chaque territoire. S'il y a des troupes des deux camps adverses dans le territoire, ça veut dire qu'il est contesté. Voilà, c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il y a un affrontement, que l'affrontement n'est pas arrivé à son terme et donc le territoire est contesté. Dans ce cas, on retourne la carte pour qu'elle présente son côté avec les hachures rouges et blanches en haut. Et ce qu'on peut voir, c'est que les productions des pays contestés sont moindres. D'accord? Là, on voit qu'effectivement, ce pays ne produit plus de fer. Hein, alors que quand il n'est pas contesté, il produit une unité de fer. Voilà. Donc il y a moins de production, mais ce qui est un peu normal hein, quand un pays est le siège d'un affrontement. Une fois que les joueurs ont recensé toutes les cartes et les ont positionnées correctement dans leur porte-carte, hein, ils vont totaliser les revenus en ressources. Donc voilà l'exemple du porte-carte de l'Italie. Donc il a 5 territoires, hein. Sur ces 5 territoires, on voit qu'il y en a 3 qui produisent des ressources. Voilà, T1, T2 et T5. Et on va voir en détail quoi. Alors en rouge, vous avez le pétrole. Donc là, il va produire 3 unités de pétrole au total. En bleu, vous avez le fer. Donc 4 unités de fer. Et en jaune, vous avez les OSR, hein, autres ressources stratégiques. Donc là, il en produit 6. Voilà. Donc 3 unités de pétrole, 4 unités de fer et 6 unités d'OSR. Et ces productions, donc, on va les ajouter au totaux précédent, hein, des tours précédents. Alors quand on est au tour 1, ben forcément, c'est juste ces ressources-là, puisqu'on est censé démarrer avec 0 de ressources partout. Ce qui veut dire que l'Italie va démarrer la partie avec 3 unités de pétrole, 4 unités de fer et 6 unités d'OSR. Voilà. Sur la grille de l'Italie, d'ailleurs, vous avez des petits coins noirs qu'on peut voir. Voilà, ils sont là. D'accord. Et ces coins permettent de repérer rapidement le bon total des ressources au tour 1. Voilà. Et ah oui, ce qu'on peut faire aussi n'importe quand en phase de 1, les dirigeants des nations peuvent diviser leurs armées ou les fusionner. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une armée comme ça, ils peuvent en créer deux. D'accord. Alors il faut qu'ils prennent un nouveau jeton de commandement dans leur boîte. Il faut en avoir de disponibles, hein, ils sont limités. Et à ce moment-là, on peut partager les unités en deux armées, quoi. Voilà, voilà. Et on peut faire ça tant qu'on veut, tant qu'on a des jetons, quoi. Voilà. La fusion, c'est l'inverse, hein. Voilà, ça permet de fusionner deux armées. Alors, il faut qu'elles soient dans le même territoire, bien sûr, hein. Et on récupère le jeton de commandement, voilà. Et ça permet d'économiser des ordres, forcément, puisque vous allez donner un seul ordre à toute l'armée au lieu d'un ordre par armée dans le cas précédent. Voilà. Alors, la phase 2. La phase 2, c'est la planification stratégique. Alors, celle-là, elle est chouette.
C'est la phase où on conspire. Ça se passe en simultané pour tous les joueurs aussi. Chaque joueur en fait va écrire ses ordres et miser des enchères pour l'ordre du tour. Alors comment ça se passe? Chacun va utiliser son petit carnet OEP, ordre et production, pour la nation dont ils ont le contrôle. Donc voilà pour les Anglais par exemple, ouais, il se présente comme ça le carnet. Donc dans ce carnet vous avez des feuilles et donc pour chaque tour vous allez utiliser une feuille différente. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui préfèrent le papier, ce qui permet en fait de garder une trace des tours précédents, et il y en a qui préfèrent le petit tableau effaçable, hein, parce qu'on peut très bien en commander sur leur site avec la version qui marche avec des marqueurs effaçables. Voilà. Alors, comment ça marche? On va se concentrer sur la zone de gauche là. Et on va, dans chaque case, on va pouvoir écrire un ordre. Voilà. Euh, on n'a pas nécessaire. Alors, on peut donner maximum 9 ordres, mais ça va dépendre aussi de la nation et du scénario. Vous avez certaines nations qui sont limitées à 6 ordres, quoi qu'il arrive. Je pense à la Chine, par exemple. Et vous avez des nations comme les Anglais, par exemple, qui vont avoir 6 ordres ou 9 ordres maximum suivant le scénario. Voilà. Par exemple, dans les scénarios européens ou pacifiques, la troisième rangée, là, c'est-à-dire les ordres 7, 8, 9, ne sont pas utilisés pour les Anglais. Voilà. Par contre, en guerre globale, ils ont 9 ordres à leur disposition. Alors, chaque ordre consiste en deux parties. Donc, partie supérieure, on va désigner l'unité qui reçoit l'ordre. Et partie inférieure, on va indiquer la case dans laquelle on veut qu'elle se rende. Voilà, donc c'est des ordres de déplacement. Alors, on va faire des exemples. Prenons l'exemple de cette unité anglaise navale. On va lui donner l'ordre de se déplacer en A14, d'accord? Donc en fait, on va inscrire A14 dans la feuille d'ordre, dans la première case. Voilà. Sachant que les ordres vont être résolus dans l'ordre, justement. C'est-à-dire que ça peut avoir une importance d'ordonner les différents ordres qu'on va envoyer aux unités. Donc là, ça donne l'ordre à cette unité de se déplacer en A14. Évidemment, ce n'est pas fait tout de suite, ce sera fait en phase 3. Voilà, un deuxième exemple sur l'unité aérienne qui est là, hein, la 11e aérienne d'Angleterre. On va lui donner l'ordre d'aller en France. Donc on va l'envoyer en G3. Voilà un exemple. Le 82e, par exemple, on peut lui donner aussi un ordre de déplacement. On peut l'envoyer par exemple en A6, etc. etc. Donc voilà d'autres exemples d'ordre, hein. On complète la feuille jusqu'à ce qu'on ait donné tous les ordres qu'on veut ou qu'elle soit complète. Et ensuite, il reste une chose à faire, c'est ici, inscrire les enchères qu'on va miser. Donc là, on va miser par exemple 3 pétroles. Alors, ainsi aussi à l'étape 1, c'est-à-dire à l'étape où on écrit les ordres, on va avoir le droit de faire des divisions et des fusions d'armées comme on a vu en phase 1, et il faudra les annoncer tout de suite, voilà, avant de révéler les ordres. Voilà. Mais c'est possible de le faire là. Ce sera plus possible une fois qu'on aura révélé les ordres. Donc c'est à l'étape 2 qu'on révèle les ordres. Donc on va regarder les enchères de chaque joueur. Et ça va établir l'ordre du tour. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur qui a le plus enchéri va avoir l'initiative. Évidemment, en cas d'égalité, on va tirer au sort. Donc, et on va mettre en conséquence les pions de chaque nation au centre de la carte du monde, hein, sur le plateau qui indique turn order, ordre du tour. Et suivant le résultat des enchères, on va décider, les enchères vont décider qui est en premier. Là, on voit par exemple que les Allemands, c'est eux qui ont le plus enchéri, ou alors ils ont gagné le tirage au sort avec ceux qui ont enchéri autant qu'eux. Évidemment, on dépense les ressources de pétrole qui ont été enchéries, qui ont été mises aux enchères, même si on a perdu les enchères, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est du pétrole qui est dépensé, ça.
Voilà. Alors, avant de passer à la phase 3, qui est l'exécution des ordres, on va aussi voir les mouvements des unités, parce que pour bien donner des ordres aux unités, il faut savoir comment elles doivent se déplacer, quelles sont les contraintes qui sont posées à elles. Alors, vous avez d'abord les mouvements standards, c'est-à-dire les mouvements qui s'appliquent quand aucune autre règle entre en jeu. Alors c'est assez simple, hein. Les unités terrestres se déplacent dans les régions adjacentes, c'est-à-dire se déplacent d'une case, si vous voulez, sur la carte du monde. Les unités maritimes aériennes vont, elles, se déplacer de deux régions, c'est-à-dire vont faire le double du déplacement d'une unité terrestre. Voilà. Euh, la différence entre maritime et aérien, c'est que les unités aériennes vont pouvoir se déplacer en fait de deux cases, mais deux fois par tour. Une fois à la phase 3 et une autre fois à la phase 5. Mais on va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi une règle importante, c'est la règle de clouage. C'est-à-dire que pour qu'une unité puisse sortir d'un territoire dans lequel il y a l'ennemi, elle doit laisser autant d'unités que d'unités adverses. Elle ne peut pas en laisser plus, mais elle doit en laisser autant. Voilà. Et pour ça, si elle a besoin de se diviser, elle doit le faire à ce moment-là. Si elle ne peut pas se diviser, elle ne peut pas bouger. Donc, ouais, c'est une règle forte. D'accord. Voilà, en fait la rencontre ou la présence d'unités ennemies empêche le mouvement. Prenons un exemple. Si le 61 veut se déplacer dans la région adjacente, il va devoir laisser deux unités, puisque l'unité, la 21e des soviétiques, ici, a deux unités. Vous voyez, alors on le voit ici, elle a des blindés et de l'infanterie. D'accord. Les unités n'ont pas besoin d'être les mêmes. Derrière elle, la 61e va laisser deux unités, donc elle choisit de laisser une unité d'artillerie en bleu et une unité d'infanterie en jaune, et le reste peut faire son déplacement, d'accord. Voilà. Et effectivement, c'est une division nécessaire à cause du clouage, et donc le joueur allemand va devoir utiliser un marqueur de commandement supplémentaire pour créer la nouvelle armée qui reste sur place. Voilà. Alors, on a aussi d'autres règles qui concernent les déplacements d'unités terrestres, donc à savoir infanterie, artillerie et blindés. Alors, c'est les transports de troupes. Alors, les transports de troupes, ils peuvent être de deux natures. Vous pouvez avoir des transports par voie ferrée, hein, donc des transports ferroviaires. Imaginons qu'on veuille déplacer la 58e soviétique sur le continent asiatique, comme ça. Alors les transports ferroviaires, il faut savoir qu'ils sont illimités, c'est-à-dire qu'en fait on peut déplacer une unité le long des rails, voilà, qui sont visibles sur la carte, en un seul mouvement. Ça peut être du nombre de régions qu'on veut tant qu'il y a des rails. Il ne faut pas que les rails aient été bombardés et il ne faut pas qu'il y ait de présence ennemie sur la région, auquel cas le déplacement ne peut pas être fait. Voilà. On note que si jamais il se trouve que il y a une unité ennemie sur la trajectoire, le déplacement complet ne peut pas être fait. Et on ne peut pas non plus faire de déplacement partiel pour s'arrêter juste avant. Le déplacement est complètement annulé. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de présence ennemie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'attaque par rail. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un ennemi dans la région de Amour-Irkoutsk, vous ne pouvez pas rentrer dedans en utilisant les rails. Voilà, il faut automatiquement être dans la région adjacente pour pouvoir y rentrer auparavant, sinon vous ne pouvez pas utiliser un déplacement de plus d'une case pour faire ça. Voilà. Donc on ne peut pas faire d'attaque par rail. Voilà. Dans les autres cas, donc si on contrôle tous les territoires et si il n'y a pas d'ennemis, on peut faire un déplacement complet en un seul mouvement d'un nombre illimité de régions, quoi. Donc c'est bien pratique pour ça. Ensuite, on a les transports maritimes. Alors les transports maritimes, ça implique en fait, donc ils sont de deux cases, hein, puisque c'est par bateau.
c'est seulement de la terre vers la mer, puis vers la mer, c'est-à-dire on ne peut pas faire terre, mer, terre, ça c'est interdit. D'accord? Si vous finissez votre déplacement sur une région terrestre, c'est un mouvement standard ou ferroviaire. En mer, les transports maritimes sont forcément vulnérables, c'est-à-dire que s'ils sont dans une région maritime et qu'il y a un bateau ennemi et qu'ils n'ont aucune autre unité navale ou aérienne pour les défendre, ben, ils sont automatiquement coulés. Donc voilà, c'est très dangereux. Et ils subissent des règles de clouage un peu différentes, donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc le clouage pour les transports de troupes, alors il y a plusieurs choses. Les transports de troupes, ils ne clouent jamais d'autres transports de troupes ou des unités navales ennemies. Voilà, ça c'est une première chose. Ils ne participent jamais au clouage comme ça. Ils ne peuvent pas non plus compenser un clouage ennemi qui permettrait à un commandement naval ami de quitter une région. Voilà, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a une unité alliée qui veut quitter la région maritime, s'il y a une unité ennemie, elle ne peut pas compter comme des unités qui restent pour empêcher ce clouage. Donc voilà, elles sont, en gros, elles perdent automatiquement le clouage, quoi. Par contre, si à l'origine, c'est-à-dire sur le territoire d'origine, il y a des unités ennemies, ben, bien sûr que l'unité de transport de troupes peut être, l'unité terrestre, hein, peut être clouée selon les règles régulières, hein, par l'unité ennemie, puisque ça se passe dans un territoire terrestre. Voilà. Et les transports de troupes, alors peu importe leur nombre, hein, ils vont être toujours cloués par les unités navales ennemies qui seraient non clouées elles-mêmes. La seule exception, c'est que les transports de troupes, en fait, ils vont pouvoir ignorer le clouage s'ils ont des ordres pour accoster sur un territoire ami adjacent. Voilà. On considère qu'ils arrivent à fuir le clouage en faisant un profil bas et en bénéficiant de la protection des alliés sur la côte. Voilà. Donc, passons maintenant au mouvement des unités navales. Donc, les unités navales, pardon, vous en avez quatre différentes. Donc, les sous-marins, les croiseurs, les porte-avions et les cuirassés, qui sont en rouge. Voilà. Ils se déplacent dans de deux cases, de deux régions. En mer, si plusieurs routes sont possibles, en phase 3, on peut choisir la route qu'on souhaite lors de l'exécution de l'ordre. Donc on peut la choisir au dernier moment. Les règles de clouage marchent exactement comme celles des unités terrestres et ils peuvent clouer les transports de troupes. Voilà. À savoir que le transport de troupes ne bouge pas du tout dès qu'il y a une unité ennemie dans sa case. Voilà. Alors un exemple, imaginons le deuxième naval anglais qui veut aller de I2 à I5, il peut utiliser cette route-là, ou bien il peut utiliser cette route-là en jaune. Voilà. Et ça peut être choisi au moment de l'exécution de l'ordre. En fait, sur la feuille, il écrira simplement 2 et I5. Voilà. Pour les unités aériennes maintenant, donc chasseur ici et bombardier là. Alors eux, ils ont un double déplacement puisqu'ils se déplacent de deux régions en phase 3 conformément aux ordres et de deux régions supplémentaires en phase 5. La phase 3, l'ordre il est écrit dans le carnet et en phase 5, c'est un ordre qui est non écrit mais en fait qui est sous-entendu puisque une fois qu'ils sont en l'air, c'est-à-dire qu'ils ont un jeton flèche sur eux, ils doivent atterrir en territoire ami même s'il est contesté. Mais ça doit être un territoire ami. Voilà. Ils n'ont pas la capacité de capturer ou tenir un territoire ennemi à eux seuls. Ça, c'est important aussi. Hein, les unités aériennes, ce sont les unités terrestres qui prennent les territoires, qui capturent. Voilà. Et pareil, on s'en doute bien, les unités aériennes ne clouent pas, elles ne sont jamais clouées. Voilà, elles sont indépendantes de ces règles-là. Voilà. Donc, petit exemple, le 14e des Anglais. Donc si on veut le déplacer en direction de A3, il peut le faire en phase 3.
Voilà. Et ensuite, ben, vous vous doutez bien que comme il est en l'air, comme ça, ils vont pas atterrir, ils vont pas amérir, hein. Donc ensuite, une fois qu'il est là, en phase 5, ils vont devoir trouver un territoire où atterrir. Donc on matérialise ça par un jeton flèche, c'est-à-dire qu'en fait, on va poser un jeton flèche dessus ou à proximité pour se rappeler que ce commandement, enfin cette unité d'aviation a bougé en phase 3. On fait de même pour celles qui participent à un combat, hein. Et ensuite, ben, on trouve un territoire ami pour atterrir à 2 cases de portée. Voilà. Donc là, en phase 5, hop. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est des unités qui sont capables de traverser l'Atlantique en une seule phase, hein, puisque elles bougent potentiellement de 4 cases, de 4 régions partout. Voilà. Nous voilà maintenant à l'étape 3. C'est l'étape où on va, enfin la phase 3, c'est la phase où on va exécuter les ordres qu'on a écrits en phase 2. Alors il y a plusieurs étapes. Première étape de la phase 3, on va retourner les marqueurs de conflit qui étaient sur la face contestée, c'est la face où on a bleu et rouge comme ça sur la même face. Ça, en fait, ce sont des marqueurs qui sont sur des territoires où il y a des unités ennemies au contact les unes des autres et qui nécessitent une résolution de conflit. C'est-à-dire qu'en fait, bon, au tour 1, il ne va pas y en avoir beaucoup. Je crois que s'il n'y a que dans le scénario de la guerre globale où au tour 1, on a au déploiement un cas d'un conflit qui est déjà en train de se passer. Sinon, ce seront des conflits qui auront été développés déjà dans les tours précédents. Donc, ce qu'on fait au début de la phase 3, opération de mouvement, on va retourner les marqueurs de conflit sur leur phase conflit à résoudre, puisque ce sont des conflits qui continuent. Voilà. Ensuite, on va exécuter les ordres tels qu'ils ont été écrits, mais on va les exécuter dans l'ordre du tour. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, suivant l'ordre du tour qui aura été établi, on va avoir une exécution des ordres qui va être possible ou pas possible. Donc on reprend dans l'ordre du tour les nations une par une et on va exécuter leurs ordres. On fait tous les ordres d'une nation avant de passer à la suivante. Généralement, ça se fait comme ça. Un des joueurs adverses lit dans l'ordre les ordres, dans l'ordre de la feuille en fait, hein, donc première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Et le joueur de la nation, qui joue la nation dont c'est les ordres, va déplacer ses troupes sur le plateau de jeu. Donc, les ordres peuvent être annulés au dernier moment, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que c'est pas possible parce que il y a des nations qui ont joué avant nous et qui s'interposent ou voilà, qu'il y a des mouvements qui gênent l'exécution des ordres, on peut toujours annuler un ordre. Par contre, il n'y a jamais d'exécution partielle d'un ordre. C'est toujours soit l'annulation, soit l'exécution complète. Alors, on va faire des exemples pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, hein. Alors, les unités aériennes vont recevoir des jetons flèches pour marquer qu'il faudra aussi les déplacer en phase 5. Voilà. Donc, bleu pour les forces alliées, rouge pour l'axe. On pose des marqueurs de conflit si conflit il y a, c'est-à-dire si on se retrouve avec des nations suite à leur déplacement qui sont en territoire ennemi, en présence d'unités ennemies, on pose un marqueur de conflit hein, pour indiquer que c'est un conflit à résoudre en phase 4. Voilà, alors par exemple ici on a donc présence des Allemands qui sont rentrés dans un territoire soviétique, donc on pose un marqueur de conflit pour indiquer qu'il faudra le résoudre en phase 4. Les divisions et les fusions vont être autorisées dans cette étape, mais seulement en cas de clouage. C'est le seul cas. Les autres auront dû être annoncés avant, c'est-à-dire au moment de l'étape de la phase 2 où on donne les ordres. Troisième étape, on fait les mouvements des chasseurs qui sont à bord des porte-avions. Alors en fait, ça peut être des chasseurs alliés en bleu
ou de l'axe en rouge, c'est le même jeton en fait, ils sont recto verso. Donc prenons l'exemple donc de cet ennemi, la deuxième britannique, qui se trouve donc dans l'océan Indien en ce moment. Elle peut déployer, alors c'est un jeton chasseur par porte-avions, et c'est dans un territoire adjacent, qu'il soit maritime ou terrestre. Donc en fait, lui, il peut déployer sur son territoire à lui, ou bien ici, ou bien encore ici, ou là, ou là, ou encore là. Mais il ne peut pas le déployer ici, par exemple, puisque c'est pas adjacent, c'est pas un territoire adjacent au porte-avions. Donc ça, c'est interdit, d'accord? Il ne pourrait pas le déployer là-haut non plus. Alors maintenant, on va faire quelques exemples. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne l'exemple qui est dans le livre des règles, parce que ça va me permettre de l'expliquer au fur et à mesure. Et vous pourrez le retrouver dans les pages du livre de règles 12 et 13. Voilà. Alors, donc c'est l'exemple en fait du tour du Japon, hein. Donc voilà la carte telle qu'elle est dans la région où vont se placer les départements avant le tour du Japon, avant le mouvement du Japon. Donc il a écrit 7 ordres, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et donc il faut les faire de gauche à droite et de haut en bas, d'accord? Comme on lirait des lignes d'un livre. Alors, on commence par le premier ordre, c'est-à-dire celui-ci. Celui-ci, c'est le 65e qui veut se déplacer en J5, c'est-à-dire que c'est cette unité-là qui veut aller ici en J5, d'accord, dans cette région-là. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un déplacement de 1, 2, 3 régions par rail, d'accord? Or, il se trouve que avant le tour du Japon, la Chine a amené une unité ici. Le territoire ici se retrouve contesté, il y a une présence ennemie, donc tout le déplacement est annulé. Le Japon ne peut pas faire son déplacement. Il est bloqué par ce conflit-là, qui est apparu juste avant son tour. D'où l'importance d'avoir l'initiative, d'accord? Comme il est bloqué, tout le mouvement est annulé, c'est-à-dire qu'en fait, le joueur il est obligé de rayer la case ici et de laisser son 65e sur place. Voilà. Donc ça fait 2 unités d'artillerie et une unité d'infanterie qui n'arriveront pas en J5. Voilà. Ensuite, deuxième ordre, le 97e qui est là, qui doit aller en P13. Bon, alors pour aller en P13, il a deux routes possibles, hein. Il peut passer par P1 ou par P12. Il pourrait passer par P1. Le problème, c'est que comme il y a une unité ennemie, il va être automatiquement cloué. Euh, et là, c'est pas une histoire de rapport de force, puisque, comme je vous ai dit précédemment, les transports de troupes, en fait, ils perdent toujours le clouage. Donc, euh, euh, ils sont toujours cloués s'il y a une présence ennemie. Voilà. Et comme ils n'ont pas d'unité alliée pour compenser le clouage, c'est pas possible, quoi. Donc, à ce moment-là, il choisit de passer par P12 pour éviter les unités navales ennemies. Voilà. Alors ensuite, on a le troisième ordre, donc le 18e, qui est une unité, une armée aérienne, composée de 2 unités de chasseurs, qui doit se rendre en P12. Donc c'est un déplacement de deux régions, hein, puisqu'il est à terre, là, il est sur l'île d'Iwo Jima. Donc il rentre en P1, puis en P12, donc aucun problème pour cet ordre-là. La seule chose, c'est qu'il faudra mettre dessus un jeton flèche pour indiquer qu'ils sont en vol actuellement. Voilà. Ça va permettre après de pouvoir les repérer facilement en phase 5 lorsqu'ils auront les ordres d'atterrissage. Alors ensuite, huitième ordre, pas huitième ordre, non, quatrième ordre, c'est le huitième naval, ici, qui doit aller en P13. Pour aller en P13, il y a 2 itinéraires possibles. Premier itinéraire, c'est en passant par l'itinéraire en pointillé ici.
Et le deuxième itinéraire, c'est de passer par P1. Voilà. Donc, alors P1 ou ça c'est P14, hein, il me semble bien. Voilà. Les États-Unis ont bougé leur bâtiment de guerre en P1, c'est-à-dire ici. Ok, P1 c'est tout ça, hein, d'accord. Donc voilà, les États-Unis en fait ils vont clouer tout ce qui est tout ce qui rentre en P1. Effectivement, s'il décide quand même de passer par là, il peut, mais il subit le clouage. Du coup, il va avoir un nouveau commandement à introduire, d'accord, et il doit laisser au moins 2 unités, hein, puisqu'il y a 2 unités navales euh, des États-Unis sur place. Voilà. Et ensuite, le croiseur qui reste peut partir librement. Alors les unités, ça n'a pas besoin d'être les mêmes exactement, hein. Ça peut être n'importe quelle unité, mais il faut qu'il y en ait deux. Il faut qu'il y en ait deux, ni plus ni moins. Il faut qu'il y en ait strictement autant que le commandement ennemi. Voilà. Cinquième ordre, donc déplacement du 24e en direction de P0. P0, c'est cette région navale ici. Euh, alors, ce commandement, il va être partiellement cloué à cause des unités chinoises qui sont sur place. Okay, mais il peut quand même sortir au moins une unité et l'envoyer en transport de troupes en mer. Alors, c'est pareil, hein, il doit créer un nouveau commandement qui va rester sur place avec une seule unité qui doit faire face au 101e chinois. Ils choisissent de laisser les blindés. Voilà. Et ensuite, les troupes d'infanterie partent en mer sur leur commandement du 24e. Voilà. Et ensuite, le 6e ordre, donc c'est la 16e qui est en J16 au départ, qui veut aller en J20. Alors J20 c'est là, hein, d'accord. Ben, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est trop loin, effectivement. Puisque on voit que premier territoire adjacent, ça peut être P0 ou P14, d'accord, et deuxième adjacent, ça va être P1 ou P13, mais il n'a pas la distance pour atteindre J20. Ben, ce qui veut dire que c'est un ordre qui n'est pas possible d'exécuter. Vous voyez, c'est trop loin. Donc il est obligé de le rayer. Hein, vous voyez, là, ça ferait un déplacement de 3 régions, ce qui est impossible selon les règles. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment une erreur du commandant japonais, quoi. Et ensuite, dernier ordre, donc déplacement du 6e naval ici de P12 en J21. J21, c'est là. Eh ben, le problème, c'est que c'est un territoire J21, d'accord? C'est un territoire terrestre, d'accord? Donc c'est un archipel, il est en pleine mer, mais les commandements navals ne peuvent pas rentrer sur les territoires terrestres. Donc, ben, pareil, annulation de l'ordre, voilà, c'est aussi une erreur. Voilà, ceci est la fin de cette deuxième vidéo sur les règles de War Room. Rendez-vous dans la troisième et dernière vidéo où on va voir le reste du tour de jeu. À tout à l'heure!